Bonjour Myriam Larnaudie-Eiffel. L'arrière petite fille, c'est ça? Tout à fait. Gustave Eiffel. Absolument. Et j'allais presque dire aussi l'émotion de se dire que ça fait 100 ans que votre arrière-grand-père nous a quittés. Absolument. Oui, mais il est éternel au fond grâce à la Tour Eiffel. Non, vous diriez ça? Il est toujours parmi nous, absolument. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, petite fille? Tout d'abord, un grand-père, de façon très simple, avec un lien affectif qui, même si nous ne l'avons pas connu à notre génération, est un fil intérieur, affectif, qui nous donne envie de partir à sa rencontre, le côtoyer, l'observer et le comprendre. Oui. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous l'avez compris, cet arrière-grand-père. Ah, une tâche bien difficile, parce que ce n'est pas forcément une personne qui s'est énormément livrée, ne serait-ce que dans sa correspondance ou l'image qu'il a pu donner de lui-même. Mais on a tout à fait bien perçu la sensibilité qui était la sienne, et sans forcément considérer qu'on le connaît très très bien, je crois que cette année du centenaire nous a permis en tout cas de mieux le connaître. Oui, c'était donc le 27 décembre 1923 à Paris, Gustave Eiffel s'éteignait. Il y a un film absolument formidable qu'on peut voir, comme on dit en bon français, en replay encore pendant 6 mois. Regardez la bande-annonce, regardez ce qu'était ce bâtisseur, ce visionnaire de Gustave Eiffel. Innover. Eiffel, il a compris que la construction métallique représentait un élément fondamental du progrès. Réaliser. Il veut toujours aller plus loin, plus vite, plus solide. Défier. Au fond, il ne connaît pas de limite. Et marquer l'histoire. La Tour Eiffel ne représente pas seulement Paris, mais le Paris du 19e siècle. Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire. C'était vraiment un visionnaire, votre arrière-grand-père. Au fond, il a rêvé la Tour Eiffel. Il a rêvé la Tour Eiffel pendant quasiment 25 ans. Quand on le voit commencer la construction du pont de Bordeaux à l'âge de 26 ans, il est déjà en train d'élaborer, technique après technique, les composantes qui lui permettront de construire la tour 25 ans plus tard. Oui, au fond, il a eu conscience à un moment donné que cette tour, qui ne devait être que provisoire, pouvait marquer l'éternité. C'est un processus, à mon avis, quasiment philosophique chez lui. Cet homme est un rationnel, sensible. Rationnel qui va, je dirais, rechercher constamment avec l'esprit d'un ingénieur ingénieux. L'ingénieur qui trouve, au sens propre du terme, qui trouve des solutions année après année pour améliorer son art de constructeur jusqu'à ce que le projet Tour voie le jour. Oui. Et ce projet, donc, il va se construire de 1887 à 1889, 2 ans pour faire la Tour Eiffel. Hein. C'est l'œuvre d'une vie pour lui. Au moment donné, il sait qu'il est contesté, il sait qu'il a des ennemis qui n'en veulent pas de cette tour. C'est l'œuvre d'aboutissement de toute une expérience, avec toute la controverse liée au fait qu'il est en avance sur son temps. Construire une tour de 1000 pieds, comme on dit à l'époque, 300 mètres. Jamais les Parisiens n'ont vécu une telle prise de hauteur. On a peur que la tour vous tombe dessus. Et puis ce fameux fer pudelé, matériau savamment choisi par Gustave Eiffel pour ses capacités un peu plus plastique que la fonte, oxygéné à l'air. C'est ce matériau qu'il va privilégier parce qu'il le connaît bien depuis sa formation à l'école centrale. Eh bien, cette tour de fer, elle inquiète, elle surprend, et on n'en veut pas. Oui, oui. Regardez un extrait encore de ce documentaire, Tour Eiffel, les défis d'un visionnaire, qui est réalisé par Pascal Cuissot. Regardez. 7500 tonnes de fer sont commandées aux forges de Pompey, en Lorraine. À peine 20 jours après la signature de la concession, le 27 janvier 1887, en plein hiver, les premiers travaux de terrassement démarrent sur un champ de Mars mis à nu. Armés de pelles et de pioches, 400 ouvriers creusent 4 trous énormes, à raison de 9 heures par jour. Les gravats sont évacués par des brouettes, des charrettes tirées par des chevaux et des wagonnets de mine. Les 4 pieds de la tour doivent être ancrés profondément dans le sol. 31 000 mètres cubes de terre,
soit un volume équivalent à 10 piscines olympiques, sont déblayés par des moyens sommaires. Cette phase des travaux est essentielle pour garantir la stabilité de la tour. Incroyable ce documentaire, encore une fois on peut le voir sur France Télévisions, sur la plateforme de France Télévisions, encore pendant 6 mois. Et c'est vrai que c'est une épopée. Au-delà de tout, évidemment, on cherche à montrer que cette tour peut être utile, qu'elle peut servir à quelque chose, avant qu'on puisse éventuellement la détruire. C'est un chantier pharaonique, on vient de le voir quand on voit le creusement de ce terrain vague, puisque à l'origine le Champ de Mars est un terrain vague, avec cette fameuse technique expérimentée à Bordeaux pour fonder les piles du pont de Bordeaux très tôt dans sa vie. Il se resserre de cette même technique de caisson hyperbare qu'il a perfectionné avec des presses hydrauliques. Ce sont ces 2 piles côté Seine qu'il va foncer avec le même procédé que le pont de Bordeaux. Chantier pharaonique pour une œuvre inégalée jusqu'à présent en innovation technique, matériaux nouveaux et prise de hauteur. Oui, Oui, elle est décriée parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on redoute cette modernité. les artistes même n'en veulent pas, ils font une pétition pour dire il ne faut pas se construire cette tour horrible. Il y a effectivement une opposition entre ce fonctionnalisme que définit année après année Gustave Eiffel, porteur d'une esthétique nouvelle. Gustave Eiffel n'est pas un théoricien à proprement parler de l'esthétique au départ. C'est le choix de ces profils de fer qui va déterminer effectivement une esthétique qui ouvre les portes du XXe siècle et du modernisme en architecture, ne l'oublions pas, comme en design. Seulement, à son époque, on ne le voit pas encore. Et c'est là où, effectivement, il est vraiment visionnaire. Oui, évidemment. Alors, il va falloir qu'il explique qu'elle peut servir des télétransmissions. Il se passionne d'ailleurs pour ça. Alors oui, bien sûr. Dans un premier temps, construire la tour en un temps record. La plupart de ces ouvrages sont construits en 2 ans. Avec toujours la même technique, standardisation des pièces, livraison, montage à la façon d'un capla. C'est incroyablement bien organisé, tant au niveau de ses ateliers que de la mise en place grâce au rivetage sur place. Et c'est grâce à cette organisation hors pair qui fait de lui un très grand entrepreneur qu'il peut tenir ses délais, comme ses coûts, comme assurer la sécurité de ses ouvriers et construire la tour. Mais il est vrai que dans son temps, il n'est pas compris d'emblée, et la tour va être constamment menacée dans les années qui viennent, qui suivent, jusqu'à ce qu'effectivement il faille que lui-même lui trouve une utilité au-delà d'expositions universelles. C'est ce qu'il va faire après 1900, puisqu'il faut se souvenir qu'à une voix près, le conseil municipal de Paris aurait pu voter sa démolition. On a du mal à le croire aujourd'hui. C'est incroyable, incroyable. Et oui, c'est Gustave Eiffel qui sauve la tour Eiffel. C'est l'auteur qui sauve son œuvre. L'auteur sauve son œuvre parce qu'au lendemain, dans les années qui suivent, autant l'influence a été incroyable. Dans l'année qui a suivi l'inauguration, ce fameux 31 mars 1889, il va même, c'est lui qui a financé la construction de la tour, il va la rembourser en une année. C'est absolument incroyable, tous les grands de ce monde, comme les Parisiens, puisque c'est une œuvre qui est dévouée de façon très démocratique aux Parisiens pour qu'ils viennent voir Paris d'en haut. C'est très, très intéressant. Eh bien, au fur et à mesure, cette tour perd un petit peu en popularité jusqu'à ce qu'elle soit effectivement menacée dans sa conservation au-delà de l'exposition de 1900. Gustave Eiffel, après avoir été constructeur, devient chercheur. Et on ouvre là une page tout aussi passionnante, grande encore de 25 ans, où Eiffel va nous étonner de façon extraordinaire par l'ensemble des découvertes qu'il va faire dans certains domaines de la recherche scientifique et se servir de la tour pour cela. Oui, on voit les images là, parce qu'au-delà de tout, elle est belle cette tour Eiffel, Myriam Larnaudy Eiffel. Elle est admirée dans le monde entier et elle symbolise la France. Ça aurait plu à votre arrière-arrière-grand-père? Bien évidemment, elle symbolise la France dans des proportions qui le rendraient tellement heureux aujourd'hui que ce centenaire, justement, nous permet de le célébrer avec beaucoup de bonheur dans le sens de cette mémoire qui reste encore parmi nous. La tour est une synthèse d'histoire et une promesse d'avenir. Et je crois que c'est exactement ce qu'il voulait à son époque, montrer ce que l'on était capable de faire en son temps, mais également tourner
la tour vers le XXe siècle. Et c'est la carrière du chercheur qui a permis de dépasser l'histoire de la tour et de la tourner vers ce XXe siècle plein de promesses de modernité. Oui. Oui, en préparant cette émission tout à l'heure, Myriam Larnaud-Eiffel, vous m'avez dit, et je suis, comme on dit, tombé de ma chaise, que la tour Eiffel n'est pas classée monument historique en France. Elle ne fait pas partie des monuments classés monuments historiques. On rêve, pardon, mais on rêve. C'est incroyable. Il y a quelques raisons à cela. Elle est inscrite monuments historiques et elle est inscrite dans le périmètre UNESCO qui a classé les bords de Seine. Cela étant dit, nous avons pu comprendre qu'elle n'a pas été classée pour permettre à la société d'exploitation de la Tour Eiffel de mieux la valoriser sur le plan de l'accueil du public. Je suis favorable, pour ma part, au classement de cet ouvrage, tout en actant bien sûr la nécessité d'une certaine souplesse en matière de valorisation de l'accueil du public. Le classement, c'est encore une reconnaissance, c'est aussi la garantie et le savoir-faire français, et je trouve que par l'incarnation qu'elle représente de la France, elle devrait aussi appartenir au monument historique en tant que tel, de façon en toute plénitude. Il faut la protéger, la tour. Protéger peut-être aussi d'une sorte de vulgarisation, d'en faire un étendard ou d'en faire, je ne sais pas quoi, un parc d'attractions. Elle n'est pas un objet. Oui. Hein. Elle est. Nous nous présentons, nous, humblement dans notre devoir de mémoire comme des gardiens du temple. J'aime bien aussi la considérer comme un temple quelque part, mais pas un temple figé dans le temps, un temple qui incite à être toujours entreprenant comme lui a pu l'être. Mais c'est vrai que c'est un monument historique qui a son histoire et qui, en tant que tel, doit être respecté. Valorisé, de même que l'on a, que l'architecte des bâtiments de France avec la mairie de Paris ont réfléchi à la nouvelle couleur de remise en peinture de la Tour Eiffel, qui a toute une fait l'objet d'une réflexion, quelle couleur lui donner dans cette 19e campagne de remise en peinture. Eh bien, c'est le choix de cet ocre un peu doré qui est actuellement mis en peinture. C'est le choix de Gustave Eiffel en 1907. Cela prouve bien qu'on n'oublie jamais l'homme derrière la tour. Oui, oui. On va parler un peu de l'homme d'ailleurs, quelques instants. Mais encore quelque chose qui étonne, moi qui m'étonne, que Gustave Eiffel est enterré au cimetière de Levallois-Perret et n'a pas l'honneur d'être au panthéon des grands hommes de la patrie reconnaissante. Quand même, Gustave Eiffel. Je suis tellement d'accord avec vous. Nous avons, nous, famille, dans cette année du centenaire, proposé au président de la République et à ses conseillers la panthéonisation de Gustave Eiffel. Il nous semble légitime, souhaitable et presque indispensable de faire reconnaître Gustave Eiffel, pas que par rapport à la tour, mais par rapport à cette œuvre immense, diverse, mondiale, internationale, qui finalement incarne le panthéon scientifique aujourd'hui, insuffisamment représenté dans notre panthéon français. Ce serait finalement une forme de porte-étendard. Gustave Eiffel a eu lui-même la philosophie des phares éclairant le monde, que ce soit la tour ou la Statue de la Liberté. Pourquoi ne pas proposer cet homme comme finalement l'éclaireur de cette communauté scientifique qui fait notre fierté à tous ? Oui, ô combien c'est vrai, ô combien il aurait sa place au Panthéon, Gustave Eiffel. Et quelle fierté il représente pour la France dans le monde, puisque c'est cette tour Eiffel qui symbolise la France pour tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la planète. Cet arrière-arrière-grand-père, vous, l'arrière-arrière-petite-fille évidemment, l'image de cet homme dans l'intimité. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire quelques instants pour dire qui était cet homme dans l'intimité, de ce que vous vous êtes transmis de génération en génération, de ce qu'il était vraiment ? Image très émouvante, bien sûr, d'un homme qui n'a pas eu une enfance facile. Né à Dijon, son quotidien est plutôt rude, élevé par une grand-mère sévère, des parents très occupés par leurs travaux respectifs et sa mère, femme d'entreprise, chose très rare à l'époque, au bord du canal à Dijon, tenant un commerce de houille, tellement occupée dans ce milieu d'hommes qu'elle sait quand même s'imposer et va donner tout au long de sa vie les meilleurs conseils de mère et de femme d'entreprise à Gustave Eiffel. Très intéressante relation entre Gustave Eiffel et sa mère. La correspondance conservée aujourd'hui au musée d'Orsay nous permet de comprendre quel enfant il a pu être
plein d'amour pour sa mère qui pourtant n'est pas très présente au quotidien et qui entame dès ses premières années, et cette écriture en atteste, un lien de confiance avec elle et de vrai respect dans ce qu'elle a pu faire et être tout au long de sa vie. Un étudiant... parfois un peu bohème, très curieux, tout le temps curieux, très, je dirais, attiré par Paris jeune. Il viendra vers l'âge de 15 ans, hein, pas si tôt que ça, et pensant très vite que sa vie sera là. Également, par la suite, cet homme donc, qui se marie dans sa ville natale, à Dijon, avec cette jeune femme de 10 ans plus jeune que lui, avec qui il sera très très heureux. Il aura 5 enfants. Et ce sera un excellent père de famille, pourtant malheureusement veuf à 43 ans, donc très jeune, qui, je dirais, va confier à sa fille aînée le rôle de seconde mère. Et l'entente qui est la leur, Gustave Eiffel et Claire, sera une magnifique histoire de respect, d'entente et de cheminement vraiment très complémentaire. Et nous permet, nous, de comprendre l'Eiffel affectif, brisé par son veuvage, mais reprenant espoir aussi à travers sa famille, ses enfants, très affectif, parfois possessif, n'aimant pas être seul, aimant avoir sa famille autour de lui, célébrant ses anniversaires à la façon d'une pièce de théâtre. Gustave Eiffel aime le théâtre. Gustave Eiffel est sportif, c'est un escrimeur, un cavalier, un nageur, et c'est un amateur de théâtre et de musique. Et lorsqu'il fête ses anniversaires le 15 décembre dans son bel hôtel de la rue Rabelais, appelé le Ministère par ses amis de façon à la fois respectueuse et humoristique, il faut que ça soit une fête de la vie. Je crois que la Bourgogne lui aura transmis un certain nombre de valeurs dans cet art de vivre. Oui, oui. Il y a un document merveilleux qu'on entend chez nos amis de l'Institut national de l'audiovisuel, où on entend la voix de Gustave Eiffel qui s'enregistre à l'intérieur de la Tour Eiffel. C'est le seul document de sa voix. On l'entend qui roule les airs et on entend cette voix joyeuse qui s'amuse de cette capacité qu'il découvre qu'on peut enregistrer une voix et la reproduire. C'est ça Gustave Eiffel, la curiosité. Insatiable. Curiosité insatiable qui va donc, grâce à cette tour, proposer des recherches fondamentales en ce début du XXe siècle sur la gravité, la chute des corps, grâce à son appareil de chute qu'il installe depuis le 2e étage et pour lequel il fera des études ensuite en soufflerie, l'étude aérodynamique avec l'installation d'une soufflerie au pied de la tour, puis ensuite rue Boileau, la météorologie, hein, et bien sûr l'aéronautique. L'aéronautique avec cette étude des vents et étude effectivement en aérodynamisme qui vont lui permettre de donner, je dirais, quelques fondamentaux à l'aéronautique française avec la création d'un avion. Donc LE, Laboratoire Eiffel, avion qui va faire quelques essais, mais surtout va déterminer une loi physique que vont reprendre les chercheurs aéronautiques suivants, qui est effectivement l'aspiration par la partie du dessus des ailes et non pas un portage par en dessous. Ce sont des lois qui peuvent paraître simples. Eiffel en est à l'origine et détermine en ce sens l'avancée vraiment de l'aéronautique française en ce début du XXe siècle. Merci beaucoup, Myriam Larnaudy. Eiffel, 27 décembre 1923, Gustave Eiffel nous quittait. Espérons qu'il entre au Panthéon, là où sa place lui revient. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup à vous. Merci.